Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre plateau Entre Prums. Et aujourd'hui, on va parler, comme vous savez, il y a beaucoup de choses à dire, une grosse actualité. On va même un petit peu aborder tout ce qui se passe en ce moment. Vous avez vu au niveau du port, c'est un petit peu bouché, un petit peu encombré. On va en parler tout à l'heure. Mais avant, nous allons vous présenter notre Prums. En plus qu'on a invité sur le plateau aujourd'hui, il s'agit de Sylvie Gustave Duflo, qui est présidente de conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité et qui va nous expliquer tout à l'heure ce que c'est que ce fameux conseil d'administration, qu'est-ce qu'il fait, à quoi ça sert, en plus qu'est-ce que la Guadeloupe vient faire dans l'histoire. En plus on avait déjà parlé de biodiversité donc avec Madame Gustave Duflo. Elle va nous faire un petit point tout à l'heure et on va lui poser aussi bien évidemment quelques questions. Bien évidemment, on reprend nos petites chroniques avec Tony Jazz. Vous connaissez Tony Jazz, on l'a déjà présenté plus d'une fois. C'est le Guadeloupéen qui a participé à la campagne de Barack Obama. Et cette semaine, Tony Jazz nous dit c'est de zéro qu'on repart le mieux. Donc c'est de zéro qu'on repart le mieux. N'ayons pas peur, de toute façon, au point où on en est, vous allez voir, c'est vraiment la crise totale, même au niveau mondial. Donc balayons tout ça avec une grosse balayette et les voitures brosses là. Mettons tout à la poubelle. Et comme on disait, on en a pas mal parlé, il faut de toute façon changer notre modèle économique. Donc ça va être l'occasion de le faire. Mais avant, Madame Gustave, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Sabine et bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce qu'est l'Office d'administration français de la biodiversité? Allez-y. Alors, donc Sylvie Gustave Duflo, je suis vice-présidente à la région Guadeloupe et donc je suis en charge de l'environnement, de l'eau, du cadre de vie. Et c'est à ce titre que j'ai pu intégrer dès février 2020 l'Office français de la biodiversité, mais en tant que vice-présidente. Et je représentais les régions de France. Et ensuite, suite aux élections régionales, l'ancien président n'ayant pas été reconduit dans ses fonctions, donc il fallait trouver un nouveau président. Et comme on avait fait un lobbying intense, en rappelant à ces messieurs et ces dames de Paris que 80% de la biodiversité était chez nous, ça a été comme une évidence pour les membres du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, eh bien que l'outre-mer devrait être représenté avec ses 80%. Bon, franchement, c'est vraiment génial. En plus, c'est un secteur, on avait fait un débat économique sur comment développer notre biodiversité. Donc, c'est un secteur très prometteur en termes d'emploi, que ce soit même avec la pharmacopée. Vous nous aviez parlé, je crois, des palourdes qui ont des propriétés qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ça permet aussi de faire tout ce qui est recyclage. Vous nous aviez promis, Madame Gustave Duflo, on a dit, en plus, vous connaissez mes gros yeux, ils sont fixés tout droit sur vous. Vous nous aviez promis en 2025, je crois, qu'on allait recycler 75% de nos déchets. Oui. Vous allez nous expliquer comment vous allez faire ça. Et vous nous avez dit que vous ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Donc, on va suivre l'évolution, voir comment ça se passe. Pourquoi pas savoir si ça développe des filières ou pas, parce qu'on en aura besoin. Mais avant, comme vous le savez, c'est les élections présidentielles et on a beaucoup d'entrepreneurs qui se plaignent. D'ailleurs, quand vous étiez en plateau pour notre débat économique, on a présenté des jeunes Guadeloupéens qui font du ketchup. Vous imaginez du ketchup 100% guadeloupéen. Tout le temps ici, on reçoit des jeunes qui font des choses. Là, on a des Guadeloupéens qui font des pâtes, par exemple. Il faut le savoir. Avec notre farine locale, ils fabriquent les pâtes en Guadeloupe. Donc, on en profite pendant la présidentielle pour aller mettre nos gros pieds et bousculer un petit peu les gens là-haut, qui sont un petit peu entre eux. Donc, j'ai été posée une question qui revient souvent dans nos débats avec les différents entrepreneurs qu'on reçoit, qui sont un petit peu embêtés par rapport à cette histoire on reçoit beaucoup de marchandises, ça bloque la production locale. Donc, je vais vous montrer, vous allez voir la vidéo et après, vous allez nous donner votre avis parce qu'on en a aussi parlé. On importe beaucoup trop. Et l'ADEME a même dit que franchement en Guadeloupe on importe beaucoup trop. D'ailleurs on va essayer de les recevoir et justement ça tombe bien qu'on en parle puisque à chaque fois qu'on vous voit il y a une crise au niveau des conteneurs. Exactement. La dernière fois je ne sais plus ce qui s'était passé, ça avait coulé il me semble.
polluant encore nos eaux, enfin les eaux. Et là, vous avez entendu, il y a une espèce de blocage, c'est compliqué, c'est engouffré par rapport à la crise, il faut reprendre. Du coup, ça coûte extrêmement cher, il y a une flambée des prix. Donc, on a posé la question à un premier candidat pour savoir comment développer notre économie locale. On revient juste après. Oui, une autre question cette fois-ci de Sabine qui veut vous interpeller sur le sujet de l'outre-mer, donc vous, le chantre du Made in France. Elle trouve que c'est un sujet qui est oublié des campagnes électorales. Écoutez sa question. Arnaud Montebourg, bonjour. Les Antilles subissent une concurrence déloyale car avec les lois, il est plus favorable d'expédier des aliments sur nos territoires plutôt que de les produire sur place. Vous, président, comment développez-vous la production locale ? On va faire exactement ce que je vais proposer au président des fruits et légumes de France, mais la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, c'est la France, c'est-à-dire de réinvestir dans des capacités de production bien meilleures que celles qui existent aujourd'hui, plus quantitatives, pour avoir de la production locale et du circuit court. Et je vais vous dire, il y a des candidats dans le maraîchage pour produire les fruits et légumes sur place. Il n'y a simplement pas les disponibilités financières. Donc c'est une politique d'investissement dans le cadre du Made in France, XXL. Oui. Voilà, donc voici la réponse d'Arnaud Montebourg sur le sujet, mais vous inquiétez pas, on posera des questions un petit peu à n'importe qui, quel que soit le candidat et quel que soit le parti. Nous, personnellement, vous savez très bien que moi, en tout cas, ce n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est au niveau de l'économie. Pour la Guadeloupe, qu'est-ce que vous pensez de sa solution ? Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il faudrait mettre en place dans notre département pour développer notre production locale ? On en avait parlé de savoir comment faire. Vous nous aviez dit qu'il y aurait une consigne. On a parlé de la Guadeloupéenne qui faisait des petits pots pour bébés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je pense qu'il a raison. Mais après, je dirais, sa stratégie, c'est s'inscrire dans les généralités. Moi, quand on regarde pourquoi les gens achètent des produits importés par rapport aux produits locaux, c'est le prix. Hein? Une mère de famille qui a 2 ou 3 enfants et un revenu extrêmement modeste, elle ne peut pas s'amuser tous les 2 jours, acheter de l'igname à 3, 4, voire 5 euros en fonction des saisons. Alors, soyons concrets, faisons un tarif social sur tout ce qui est fruits et légumes. À ce moment-là, ça permettra au plus grand nombre d'accéder aux produits locaux et ça aidera justement les circuits courts, ça aidera les maraîchers, ça aidera les producteurs à développer leurs produits locaux. Faisons donc un tarif social, d'accord, indexé sur le revenu des familles et privilégions, faisons un tarif social pour l'achat de ces fruits et légumes. Voilà une solution concrète. Une solution concrète. Alors en plus, c'est vraiment une bonne idée. Est-ce que vous pensez que si les producteurs produisent beaucoup plus en termes de quantité, ça va faire baisser les prix ou pas spécialement ? Oui, je pense qu'au-delà d'un certain volume, ils pourront baisser les prix. Et puis, mais il faut quand même être réaliste. Hein. C'est un petit marché avec des contraintes énormes, etc. En plus, nous sommes dans un milieu insulaire avec beaucoup de parasites, de choses comme ça. Donc, et puis les aléas climatiques, les cyclones. Donc, il faut tenir compte de la réalité. Les prix ne chuteront pas comme ça. Mais à ce moment-là, faisons le chemin inverse. Plutôt que de demander aux producteurs, aux maraîchers, aux poissonniers de baisser leurs prix parce qu'ils ont des coûts, à ce moment-là, faisons un tarif social pour les foyers modestes. La dernière fois, vous nous aviez parlé de la taxe carbone. Je crois que bientôt, il va falloir faire attention à ce qu'on achète parce que plus on fait venir de loin, plus ça va nous coûter cher. Exactement. Comment ça fonctionne, cette taxe carbone ? En fait, la Commission européenne est en train de mettre ce qu'on appelle en place la taxonomie des activités, c'est-à-dire la classification des activités. Les activités vont être classées en rouge, polluantes, en orange, neutre, et en vert, quand ça a des impacts positifs. Et tout ce qui sera classé en rouge ne bénéficieront pas de subventions publiques. Et comment ça va se passer pour les Outre-mer ? Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on reçoit, mais qu'on pourrait faire chez nous. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du ketchup. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt plus développer des événements comme quand il y a la semaine du goût, faire une semaine du goût guadeloupéenne, on prend tous les présidents de toutes les chambres consulaires, on dit par exemple, Chambre de l'agriculture, vous nous faites des frites guadeloupéennes pour que les gens puissent découvrir. Chambre de l'artisanat, vous essayez de nous faire les sirops ou les différentes choses. Et Chambre de la CCI, vous nous faites
l'organisation, de la communication et tout, et comme ça on permet à la population de découvrir des choses, peut-être que ça va les inciter à consommer plus au plus près. Est-ce que vous pensez que ça, ce sont des choses qui peuvent marcher? Pas maintenant, on le sait, puisque c'est pas au milieu de la crise qu'on va en sortir, mais est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut qu'on commence à mettre en place, par exemple? Oui, effectivement, c'est de toute façon utiliser les produits locaux pour faire de l'innovation, comme du ketchup made in Guadeloupe. D'ailleurs, j'en ai acheté à l'issue de l'émission, j'en ai fait goûter à mes enfants qui ont trouvé ça très bon. Non, en fait, quand on regarde, c'est vraiment la compétitivité du produit par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Et quand vous achetez la petite bouteille de ketchup made in Guadeloupe, elle est à 3 euros de mémoire. Et alors que l'industriel est beaucoup moins cher. Vous prenez le litre de ketchup, il est à 50, 60, 70 centimes d'euros. Donc, le problème, c'est vraiment le prix. Et il faut qu'on travaille sur le prix. Et moi, je suis attachée à ce qu'on pourrait mettre en place un tarif préférentiel, un tarif social pour les foyers modestes. Pour faire un petit peu comme l'écologie solidaire, enfin l'économie solidaire. Mais du coup, pour vous, ça rentre pas, enfin l'histoire de la taxe carbone, par exemple, des produits je garde l'exemple du ketchup en plus, parce que moi je trouve que c'est super sympa. Le fait que ce soit plus taxé, par exemple si c'est du ketchup, alors qu'on en produit déjà chez nous, ça va augmenter le prix, comment ça va fonctionner? Parce que c'est vrai que le litre de ketchup à 70 centimes d'euros, 1 euro, mais sur lequel ce ketchup, il vient de je ne sais pas où, on rajoute l'empreinte carbone, soit parce qu'il a voyagé par avion, soit parce qu'il a voyagé par bateau. Oui, du coup, ça fait gagner en compétitivité les produits locaux, je suis d'accord. D'accord. Alors, j'ai un cadeau pour vous qui est juste sur votre table. Vous pouvez l'ouvrir pour présenter à la population. Bon, moi aussi que j'adore les produits guadeloupéens. Alors, Sabine, c'est quoi la surprise? Ça n'explose pas? Non, mais c'est peut-être explosif. Enfin, moi, j'adore. Explosif. Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup. Je me suis dit, je ne sais pas si vous connaissez déjà. Est-ce que vous connaissez? Oui, je connais parce que j'en ai ramené à mes enfants. Donc vous avez déjà goûté? Oui, ben moi je suis, comment dirais-je, je fouine tout le temps dans les trucs pour trouver des choses produits sympas, locaux. des produits locaux et du piment végétarien. Je trouvais que c'était une super idée. Et c'est délicieux. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on a de moins en moins le droit de faire voyager des produits frais. Mais c'est pour ça. Avocats, agrumes, à cause des maladies. Et donc, j'ai trouvé ça. Et donc, j'en ai ramené 5 ou 6 à mes enfants qui ont tout au stock là-bas. Voilà, ben moi, ça, j'en achète tout le temps. C'est Guada Épices, c'est ça? Guadeloupe Épices? Oui, c'est ça, Guada Épices. Guada Épices, voilà. Donc, je me suis dit que je vais vous le prendre. Je ne savais pas si vous aviez déjà goûté le piment végétarien ou pas. Moi, j'ai déjà tout. De toute façon, j'ai déjà eu plein de cadeaux. Donc, je me suis dit, j'ai été en acheter un dans un magasin parce que je suis contente quand je vois les produits de nos artisans dans les magasins. Vous nous aviez promis une consigne. Oui. Maintenant qu'on a des Guadeloupéens qui font ce genre de produits, en plus, c'est délicieux. Moi, je conseille aux gens, arrêtez de faire à manger. Vous achetez le truc, vous achetez, merci, c'est pas de souci. Vous achetez nos épices et vous allez voir, vous mettez dedans. C'est super bon. Moi, je m'embête même plus à faire des trucs compliqués, même pour les salades, les assaisonnements. Est-ce que ce genre de produit, ça va être facilité au niveau de la production? Si on met en place la consigne, est-ce que vous allez gérer les couvercles? Comment ça va se passer pour les étiquetages? On sait qu'il y a il y a des entreprises d'étiquetage en Guadeloupe et surtout ça développe une filière de piment végétarien par exemple. Comment ça va se passer un produit comme ça? Comment vous voyez ça? Écoutez, un produit comme ça, effectivement, on peut le consigner et le déconsigner. Malheureusement, le problème, c'est que c'est un marché qui est petit, avec peu de volume. Mais en fait, nous allons déployer la consigne au dernier semestre 2022, puisqu'avec la crise et puis surtout, il a fallu se mettre d'accord, parce qu'il y a un modèle économique à trouver pour que ça soit viable. Donc la consigne va être lancée sur tout ce qui va être en bouteilles plastiques, donc clair, le PET, D'accord. Ça, et sur les canettes à alu et acier. Et parallèlement à ça, nous verrons avec les commerçants qui utilisent des bocaux pour faire de la déconsignation manuelle et voir comment on pourra mettre en place. Il était difficile puisque avec les bocaux, il y a différentes formes, différents conditionnements. Il était difficile de mettre en place une consigne standardisée, mais on a pensé à eux et donc c'est un produit, enfin en tout cas c'est un emballage qui sera aussi dans la consigne.
Bon, bah super, merci beaucoup pour ces informations. Vous allez faire quoi à la direction de l'Office de la biodiversité? Ça va être quoi? Il y aura quoi comme projet? Oui, j'imagine. En plus, j'ai vu que ça va vite en ce moment. Et j'adore en plus quand ça va, franchement. Une question, je vous l'avais déjà posée, vous allez dire, mais Sabine Funamois, elle est vraiment kikinante, elle me casse les pieds avec son histoire de porc. Est-ce que, parce qu'on a vu, Madame Panchard a été réélue, ça aussi, on va surveiller ça de très près au niveau du port maritime. Je vous avais posé la question, est-ce que ça va dans le même sens? Parce que la région a l'objectif zéro déchet en 2035. Est-ce que Madame Panchard va tirer la sonnette d'alarme, freiner vraiment l'importation au niveau des produits? Parce que maintenant, on a vu, il y a tellement de produits qui arrivent, les magasins n'arrivent même plus à tout vendre, il y a même des magasins pour reprendre les produits que les magasins n'ont pas réussi à vendre, et il y a même des remagasins qui reprennent les produits des magasins qui n'ont pas... Enfin, c'est intenable économiquement, même pour la pollution, pour tout. Comment on va faire pour dépolluer tout ça? Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous avez parlé avec elle? Vous aviez parlé de recyclage, comment on va recycler tous ces produits. Est-ce que vous allez travailler ensemble pour cette histoire de porc? Comment ça va fonctionner? Alors, bien évidemment, je travaille avec ma collègue Marie-Luce Panchard, puisqu'elle est également vice-présidente à la région. Elle a été nommée présidente du conseil de surveillance du Grand Port. Le Grand Port, c'est un acteur de transport, de gestion. Donc, en fait, c'est pas là où il faut aller chercher les choses, c'est plutôt au niveau du développement économique. Et c'est là que Madame Panchard intervient au niveau de la région Guadeloupe, puisque développement économique avec octroi de mer, puisque l'objectif, c'était que l'octroi de mer puisse donner la possibilité aux producteurs locaux de pouvoir se développer en taxant ce qui venait. Alors, à partir du moment où un produit est réalisé sur le sol guadeloupéen, le même produit, lorsqu'il rentre, il est taxé. Il y a un octroi de mer. C'est normal, dessus. ça c'est bien. Voilà. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait que les organisations socio-professionnelles puissent à nouveau dialoguer avec le président Chalus et puis travailler peut-être encore plus en profondeur sur l'octroi de mer. Parce que c'est vrai qu'il y a sans cesse de nouveaux produits qui arrivent. Et c'est juste pas possible la quantité des choses. Donc, retravailler et voir si effectivement, il y a des produits qui sont rentrés, qui peuvent être taxés, subir l'octroi de mer, et pour pouvoir... Ça permet tout simplement que nos produits locaux gagnent en compétitivité sur les prix. D'accord, Bobin, merci. De toute façon, on doit faire une émission économique sur l'octroi de mer. Donc, on fera venir la région pour voir quel interlocuteur, vous nous direz, qui est la bonne personne pour parler avec nous. Merci beaucoup. Avec nous cet après-midi, Monsieur Kilo. Bonsoir, Monsieur Kilo, vous allez bien? Ça va, toujours content de venir vous voir. C'est gentil. Alors aujourd'hui, vous êtes revenu pour nous parler de la reconversion professionnelle, puisque on avait déjà fait quelque chose, je crois, avec Monsieur Ludovic de Gaillande. On avait parlé de ce que c'était. On avait parlé d'un dispositif en particulier qui s'appelait Transition collective. Voilà, et là... qui n'est qu'un dispositif parmi tous ceux qui sont accessibles. D'accord. Alors là, vous allez nous parler, demain, c'est la journée nationale de la reconversion professionnelle et pour la première fois, la Guadeloupe y participe. Vous êtes avec une collègue à vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous allez mettre en place, s'il vous plaît? Voilà. Donc, à l'occasion de cette journée nationale de la reconversion, cette année, nous avons décidé de fédérer autour de nous un certain nombre de partenaires pour que nous puissions, nous aussi, participer au message qu'il faut de plus en plus adresser aux personnes. C'est que pendant de longues années, tous les travailleurs, les salariés se sont préoccupés de la sécurité de leur emploi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'une entreprise, un secteur d'activité, un territoire puisse assurer la sécurité d'un emploi à quelqu'un, c'est devenu une tâche quasiment insurmontable. Et donc aujourd'hui, on se dirige beaucoup plus vers une sécurisation des parcours. Et donc, parce que les personnes sont, de gré ou de force, obligées de multiplier les instants dans un parcours professionnel dans lesquels elles vont devoir s'adapter, évoluer ou se reconvertir. Parce qu'elles se reconvertiront parce que leur environnement leur impose, ou elles se reconvertiront parce que leurs aspirations, leurs motivations évoluent avec le temps. Les modalités de travail évoluent. On a vu qu'à l'occasion de la crise sanitaire, de plus en plus de personnes ont goûté au télétravail. Et du coup, quelque chose qui apparaissait il y a encore peut-être 2 ou 3 ans, vous auriez dit à quelqu'un
tu vas passer 3 jours de la semaine en télétravail. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui arrive à ces personnes? Aujourd'hui, c'est banal. Et d'ailleurs, même un certain nombre d'entreprises ou d'employeurs publics ont du mal à faire revenir leurs salariés dans l'ancien système. Donc on voit bien en fin de compte, on pense que c'est toujours difficile de s'adapter, on pense que c'est toujours difficile de changer, mais en tout compte fait, les personnes ont quand même une intelligence et qui leur permet de petit à petit d'envisager cela. Donc ce que l'on voulait, c'était participer au mouvement qui fait que se reconvertir, ça ne doit pas être un Himalaya à grimper, ça doit simplement être un morne qu'il faut savoir gravir, parce que de toute façon, c'est quand vous voulez savoir ce qu'il y a de l'autre côté, vous êtes obligé d'aller jusqu'au sommet. Donc, l'important, c'est que vous puissiez arriver à voir ce qu'il y a de l'autre côté et donc à oser vous engager. Et c'est toute la problématique vient de là. Donc, pour s'engager, on peut le faire seul, mais ce qu'on essaye surtout aussi de faire passer comme message à l'occasion de la journée de la reconversion, c'est qu'on peut bénéficier d'un accompagnement. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, je suis accompagné par un de ces opérateurs qui participent à l'accompagnement, qu'on appelle le Conseil en évolution professionnelle. Et donc, Madame Custos, qui est la directrice du Cap Emploi, est un des acteurs du Conseil en évolution professionnelle qui peut accompagner des demandeurs d'emploi, des salariés dans leur reconversion. Et en plus, vous n'êtes pas sans savoir, parce que pendant la crise, on a reçu plein d'entrepreneurs qui étaient fonctionnaires ou qui autres, et puis hop, ils se sont reconvertis, ils se sont lancés justement dans le ketchup ou bien dans les épices et dans pas mal de choses produits en Guadeloupe. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Vous allez nous expliquer si vous avez déjà des retours, comment ça fonctionne déjà pour l'instant. Mais avant, bonsoir, Madame Custos, est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup comment vous intervenez, vous, sur le projet? Alors, donc Marie Custos, je suis la directrice du Cap Emploi. Alors, c'est vrai que Philippe Quillot a parlé effectivement de l'environnement qui change, mais vous savez, il y a des personnes par rapport à la reconversion professionnelle qui sont contraintes par rapport au handicap. Parce que notre organisme s'occupe des personnes en situation de handicap. Et dans la grande majorité des situations, des personnes que nous accompagnons, ce sont des personnes qui sont devenues handicapées au cours de leur vie. Et qui sont aujourd'hui contraintes, justement, de réfléchir à un nouveau projet professionnel compatible avec leur état de santé. Donc, nous sommes effectivement un des opérateurs du Conseil en évolution professionnelle. Donc, le Conseil en évolution professionnelle, c'est un conseil qui est individualisé, qui est gratuit. Donc, on accompagne les personnes par rapport à un projet professionnel. Alors, c'est vrai que par rapport à la particularité de notre public, ce qui est important, c'est bien entendu les compétences qu'elles ont pu acquérir dans le cadre d'un ancien métier, qui peuvent être transférées sur un nouveau, mais aussi la question du handicap qui doit être prise en compte dans cette évolution professionnelle, dans cette reconversion professionnelle. Donc c'est un peu ça le cœur de métier de Cap Emploi. Alors écoutez bien, parce que malheureusement sur notre territoire on a beaucoup trop de jeunes, donc je crois on a une catégorie, c'est une catastrophe, je crois entre les 15-30 ans ou les 15-35 ans qui ont beaucoup d'accidents de la route et qui sont beaucoup handicapés. Donc écoutez bien au cas où vous êtes concernés pour bien comprendre comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils viennent vous voir? Est-ce qu'ils vont au Pôle emploi? Comment ça fonctionne? Comment ces personnes sont suivies, s'il vous plaît? Alors en fait la majorité des personnes qu'on accompagne sont orientées par le Pôle emploi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, parce que ça fait partie d'une actualité, donc je ne peux pas ne pas en parler, c'est qu'on travaille de façon encore plus étroite avec le Pôle emploi, puisque aujourd'hui, on est en train d'expérimenter ce qu'on appelle un lieu unique d'accompagnement. Donc, au sein des agences Pôle emploi, nos conseillers Cap emploi sont présents. Parce que l'objectif, c'est que le demandeur d'emploi, pour ce qui est du CEP demandeur d'emploi, parce que je vais parler aussi du CEP salarié, le conseil en évolution professionnelle pour les demandeurs d'emploi, ça sera délivré au sein de l'agence Pôle emploi, même si c'est le conseiller Cap emploi qui va être référent de son parcours. D'accord. Pour ce qui concerne les salariés, en général, souvent c'est dans le cadre d'une mission que l'on porte aussi qui s'appelle le maintien dans l'emploi. Souvent ce sont des personnes qui nous sont signalées par les services de santé au travail, puisque le médecin du travail est l'acteur pivot par rapport à ces problématiques. Et le plus souvent, donc on a une collaboration, un partenariat qui fonctionne depuis des années avec les services de santé au travail, qui nous signale des situations de personnes dans des situations compliquées par rapport à leur état de santé, qui ne peuvent plus
poursuivent leur activité comme elles le faisaient antérieurement du fait de ce problème de santé. Donc, l'intervention de Cap Emploi, c'est justement pour éviter, Monsieur Kilo parlait tout à l'heure de sécurisation des parcours, on est en plein dedans, c'est pour véritablement sécuriser le parcours des personnes, éviter que le handicap soit un frein à la poursuite de l'activité professionnelle. Alors, dans la grande majorité des situations, les personnes, effectivement, restent en poste, moyennant peut-être un reclassement sur un autre poste ou un aménagement de situation de travail. Mais vous avez aussi des personnes, malheureusement, qui quelquefois, ce n'est pas forcément une difficulté auprès de l'employeur, hein, c'est parce qu'il n'y a pas de solution forcément dans l'entreprise, parce qu'on le rappelle souvent, hein, on est dans un tissu économique composé de petites entreprises qui quelquefois n'ont pas la capacité de créer de nouveaux postes, de proposer une activité le compatible. tissu est très fragile. Voilà, donc ce qu'on essaie de faire en tout cas, c'est que ces employeurs puissent accompagner les personnes dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et à ce moment-là, notamment, nous pouvons solliciter Transition Pro pour aider la personne, par exemple, sur un projet de financement de formation pour un nouveau métier compatible avec l'état de santé. L'objectif pour nous, c'est d'éviter en tout cas qu'il y ait une désinsertion professionnelle. On est vraiment dans cette démarche de prévention au départ. Comment vous faites? Est-ce que ça arrive, par exemple, que des fois, quelqu'un a eu un accident, elle n'arrive pas à se relever, psychologiquement, elle ne sait pas comment faire? Et est-ce qu'il y a, par exemple, la famille qui vient vous voir pour vous dire, voilà, la personne avant, disons qu'elle était fonctionnaire, c'était un prof, mais c'est quelqu'un qui sait dessiner ou quelqu'un qui sait faire autre chose. Est-ce que vous pouvez l'aider? Est-ce que ce genre de situation, ça arrive ou pas du tout? C'est vraiment les personnes qui viennent d'elles-mêmes vers vous. À aucun moment, vous allez vers les gens pour savoir? Non, parce qu'effectivement, alors j'ai oublié de le rappeler, nous avons donc une mission de service public. Donc en général, les personnes que l'on accompagne, ce sont des personnes qui sont dans une démarche d'insertion professionnelle. Donc quand il s'agit de problèmes... Alors évidemment, les personnes que l'on reçoit, on fait d'abord un diagnostic de leur situation au regard de l'emploi, au regard du handicap, au regard de leurs compétences. Mais bien entendu, si on a face à nous quelqu'un qui est fragilisé, comme vous dites, c'est un handicap qui est nouveau, qui a du mal justement à appréhender, à accepter. La pente et tout. Voilà, à ce moment-là, on peut avoir des relais avec des partenaires du médico-social qui peuvent intervenir, puisque ça ne relève pas de nos compétences. Nous, on est vraiment sur l'emploi et sur la formation professionnelle. D'accord. Vous voulez rajouter d'autres informations? Oui. En fin de compte, donc, pour ces journées nationales, cette journée, mais qui en Guadeloupe débordera jusqu'à mercredi, cette journée nationale de la reconversion, bien, en fin de compte, il y a un certain nombre de partenaires qui ont mis en place des activités. Donc, je finirai par nous pour une question de politesse, mais on va commencer par d'autres. Donc, le Greta de Guadeloupe et le rectorat. On va mettre les images en même temps. Le Greta de Guadeloupe et le rectorat vont animer un certain nombre de webinaires pour justement sur différentes thématiques avec des partenaires qui sont associés. Vous avez le CNAM qui organise une journée porte ouverte demain et qui à 18h organise un webinaire sur les enjeux de la reconversion professionnelle. Et nous également, Transition Pro, nous allons organiser demain une journée porte ouverte. Donc nous accueillerons les personnes sur toute la journée avec, nous signalons les partenaires, etc. Donc pour expliquer aux personnes quels sont les dispositifs et quels sont les moyens qui sont à leur disposition pour pouvoir agir. Parce qu'il faut que les personnes se rendent compte qu'en fin de compte, des solutions, il y en a. Et les moyens existent. Donc il faut les encourager à faire le premier pas. Il faut les encourager à s'engager. Elles verront... S'engager ne veut pas dire que je vais agir immédiatement après. Ça veut dire que je vais me donner une vision. Je vais me donner une capacité à anticiper les événements. Et donc, si aujourd'hui, il faut décider que je ne fais rien, je le fais en toute connaissance de cause. Je sais pourquoi je le fais. Tandis que dans beaucoup de cas, on ne fait rien parce qu'en fait, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Et donc, comme on ne sait pas quoi faire, on ne fait rien du tout. On ne fait rien du tout, on ne peut pas agir. Et ce qu'il faudrait, c'est inverser un petit peu comme expliquait Madame tout à l'heure, c'est qu'il parfois, il faut inverser les paradigmes, c'est-à-dire qu'il faut prendre un problème
non pas de l'amont vers l'aval, D'où mais ma parfois question. de l'aval vers l'amont. D'où ma question, pour savoir si les gens, s'ils sont chez eux parce qu'ils n'arrivent pas à se relever, est-ce que vous venez vers eux pour savoir, pour les inciter. Après, c'est peut-être des choses qu'on pourrait mettre en place avec le département, peut-être en parler au département pour l'année prochaine, parce que là, on est déjà demain, allez-y, vous voulez Oui, rajouter et quelque puis chose il faut savoir aussi que dans le cadre, en tout cas particulièrement pour les personnes en situation de handicap, il y a un plan régional d'insertion des travailleurs handicapés où il y a plusieurs partenaires et effectivement, il y a des webinaires qui sont pour organisés, sensibiliser des les gens. informations, voilà. Et notamment, à partir du 15, il y a la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, il y aura un certain nombre d'actions qui seront menées justement pour informer les personnes, les employeurs aussi, parce qu'on n'oublie pas également que l'entreprise doit être... alors, on parle beaucoup de responsabilité sociale de l'entreprise, mais la question justement du handicap est une question transversale. Tout le monde peut être touché un jour ou l'autre. Donc l'idée aussi, c'est de faire comprendre aux employeurs que voilà, aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver par exemple un jour avec un salarié qui est en situation de handicap et il faut effectivement avoir un accompagnement parce qu'on accompagne à la fois la personne et l'employeur. Donc il y a aussi des informations qui sont diffusées par ce biais-là. D'accord. Rapidement, Monsieur Kilo, vous savez qu'il y a des nouveaux emplois. J'arrête pas de dire la population est vieillissante, donc il faut former les gens. Tout à l'heure, on parlait de tout ce qui est biodiversité. Ça, c'est l'avenir. Hein. Moi, je vois toutes les primes européennes. Le plan 2014-2020, c'était ça. D'ailleurs, on va faire une émission sur le plan 2000. Madame, les chiffres sont catastrophiques. On a trop de dossiers, beaucoup trop. On a un taux de dégagement d'office au niveau de nos dossiers qui est vraiment trop fort. Donc, on est en train de préparer une interview avec le gouvernement sur ça parce qu'il faut vraiment revoir cette histoire de dossiers européens. Donc, il faut vraiment qu'on travaille dessus. Mais c'est vrai que la biodiversité, en plus, il y a du budget pour aider les jeunes à développer des choses. Est-ce que ça, ce sont des choses que vous proposez aux gens quand vous parlez de reconversion professionnelle? Leur proposer des filières existantes ou naissantes? Merci d'y penser parce que j'aurais oublié de le dire. Voilà. Voilà. Effectivement, alors, lorsqu'on était nous étions venus parler de transition collective, qui est donc une approche concertée entre l'entreprise et les représentants du personnel pour identifier les emplois qui sont menacés ou fragilisés à moyen terme. Ce dispositif, il a d'abord été... le premier travail qui a été accompli par l'ensemble des partenaires, régions, État, Pôle emploi, l'INSEE, les opérateurs de compétences, tous ceux qui sont acteurs de l'emploi et de la formation, qui font partie de ce qu'on appelle le CREFOP, se sont attelés à une tâche, c'est déjà d'éditer une première liste qu'on va appeler indicative, et non pas limitative, qui est simplement une première pierre qui a été posée dans un édifice, des métiers qui sont porteurs en Guadeloupe. Cette liste est accessible sur notre site internet, sur celui de la direction du travail, sur celui du ministère du Travail, sur celui de la préfecture de Guadeloupe. Donc cette liste, elle est visible par tous. Cette liste, pour l'instant, elle indique des familles professionnelles. Donc, on ne rentre pas encore dans le détail de chaque métier, parce que c'est un travail de convertir les nomenclatures de familles professionnelles en métiers. Alors, ce travail a déjà été commencé. Les opérateurs de conseil en évolution professionnelle sont dotés de ce tableau qui leur permet de faire des correspondances entre les familles professionnelles et ce qu'on appelle les fiches métiers du code ROM, que est géré par Pôle emploi. Donc petit à petit, on progresse là-dessus. Ça nous demandera, ça ne se fera pas en 2 jours, ça je peux le garantir, mais on sait que beaucoup de parcours devront s'appuyer sur cette information-là. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces informations quand on vit dans un territoire. On a besoin de ces informations. Alors ces informations, elles vont être générales en Guadeloupe. Il y a aussi un autre niveau d'information, c'est d'essayer maintenant de descendre à des mailles plus fines, plus petites, par exemple avec les EPCI, c'est-à-dire les communautés d'agglomération, les communautés de communes, pour voir aussi des projets qui se situent à leur niveau. Et donc dans ce cadre-là, quand on arrive à identifier des projets, à voir avance, on peut monter ce qu'on appelle des plateformes qui vont permettre de repérer les métiers qui vont être nécessaires et pouvoir en amont créer une offre de formation correspondante,
Parce que quand vous créez de On l'offre ne de se retrouve formation... pas comme maintenant où il y a des travaux à faire et on n'a pas de jeunes formés pour faire les travaux. Parce que vous C'est tout malin, à l'heure, ça. on dit oui, il y a des formations, les formations. Oui, mettre en place de la formation, c'est bien. Mhm. Mais si vous mettez des formations qui amènent des gens vers le non-emploi, Oui, ça ne sert à ça rien. ne sert à rien. Donc ce qu'il faut, c'est mettre en place de l'offre de formation qui amène les personnes à des niveaux de compétences nécessaires pour occuper des nouveaux emplois. Ou des emplois, peut-être des nouveaux emplois ou des emplois existants, mais qui ont besoin de passer à autre chose. Dans Oui. le bâtiment, dans la construction, par exemple, il y a énormément de métiers qui vont être impactés par la transition écologique. Mhm. Que ce soit des plombiers, que ce soit Même au niveau tous des ceux qui matériaux, on avait tous- parlé oui, des matériaux la qualité des biosourcés, il y a matériaux beaucoup de choses vont qui être vont mises en œuvre, devoir même les être... techniques de construction. Exactement. La façon dont on aménage un terrain. Nos jeunes travaillent que, déjà dessus, on a des ingénieurs Jusqu'à déjà présent, qui on sont sur défonce le un sujet terrain, en on fait une Guadeloupe. plateforme, n'importe comment, on ne gère pas le ruissellement des eaux, on ne gère pas ceci. Il y a tout un travail d'ingénierie qui va être nécessaire. On a des métiers comme le géomètre. Aujourd'hui, les géomètres utilisent énormément de drones. Oui, par exemple. Donc, il faut des gens qui sachent piloter des drones de manière professionnelle pour pouvoir donner des informations cotées, paramétrées, qui correspondent à des nomenclatures, etc. Donc, il faut pouvoir faire ce travail, mais c'est un travail qui s'enclenche, c'est un travail qui est en cours. Et justement, la journée de la reconversion, c'est montrer aux personnes que, bien sûr, on n'a pas, par magie, on ne va pas donner des réponses à 100% à tout le monde, mais il faut savoir que ce mouvement-là est enclenché en Guadeloupe, que jusqu'à présent, on ne le faisait pas savoir. Et bien maintenant, on essayera chaque année de trouver des nouveaux thèmes et pour pouvoir apporter cette information, puisque la journée nationale, ça sera chaque année qu'elle va être reconduite. D'accord, merci beaucoup pour cette information. Monsieur Casimir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous bien? Ça va Très bien? J'ai attrapé une gazelle, je l'ai dévorée en pleine forme. C'est vrai? Ouais. Ah bah ça c'est bien, il faut qu'on mange des gazelles en Guadeloupe. Ça c'est bien, en plus j'espère que c'était local forcément si elle a été attrapée. Oui, bien sûr, lion local, gazelle locale, non, ça va très bien. Ça va très très bien. Exactement, alors nous on va parler, on avait une chronique en cours. Oui, on a une chronique en cours, d'ailleurs ça va dans le sens de tout ce qu'on a entendu, puisque la journée de la reconversion professionnelle, ben, c'est une démarche. C'est une démarche avant tout de l'humain. Vous travaillez avec des humains, vous le savez comme moi. L'insertion professionnelle, la reconversion professionnelle, cela nécessite quand même d'être acteur de cette démarche, pas spectateur, parce que les dispositifs existent, les plans existent, Il il faut faut y aller aller, quand même. il faut se bouger. Ben, c'est tout le travail du coaching, c'est tout le travail des formateurs pour adultes également que je suis. Donc on avait commencé la dernière fois, et si on veut bien afficher donc La première image. Donc on avait commencé tout bêtement par la pyramide numéro 1, donc l'image numéro 1. Je vais attendre qu'elle apparaisse. Voilà, donc on avait commencé par ça et on s'était identifié à cette pyramide. Et on avait vu que le gros œuvre, la base de cette pyramide, c'est bien l'estime de soi. Comment on se perçoit, l'opinion que l'on a de soi-même. Le fait de se valoriser, de se dire « j'ai de la valeur ». Et c'est la base de tout. Et c'est le socle qui permet le deuxième étage, la confiance en soi, le fait de se sentir... Attendez, excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir sur là? Le fait de se sentir capable de se déplacer pour aller vers le dispositif. Le fait de se sentir capable d'apprendre notre métier, quel que soit notre âge, quel que soit ce qu'on a fait avant, quel que soit le diplôme, puisque nous pouvons avoir de la valeur sans forcément avoir un diplôme, nous avons peut-être un savoir-faire. Et une fois que ces fondations, le regard que nous avons sur nous, le fait de nous sentir capables, à ce moment-là, on peut s'affirmer, on peut se présenter, on peut aller au dispositif, dire je suis monsieur, madame un tel, j'aimerais faire ça. Et là-dessus, c'est la base même du métier, c'est l'accompagnement de l'humain, puisque les dispositifs, il y en a pléthore depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il faut aller sur l'humain, et c'est ce qu'on essaie de faire ensemble. On va voir la dernière partie en haut aujourd'hui, puisqu'on a vu les deux précédentes. On va voir l'affirmation de soi. Et quand on s'affirme, on fait ce que je suis en train de faire, quel que soit ce que l'autre peut penser, quel que soit ce que l'autre peut dire, le jugement, le regard. L'important, c'est que je m'affirme comme je le sens. Et voyons ensemble comment on s'affirme. Et c'est là où, comment on se comporte, très souvent. Et si on peut voir la deuxième image, et là, ça va piquer un petit peu. Vous me connaissez, je suis un petit peu corrosif quelquefois. Les comportements réactifs, il y en a 4. Il y en a 3 qui sont contre-productifs, et il y en a un seul dont on ne parle jamais. Trop peu.
et qui est à la base même des compétences comportementales, voire même plus importantes que les compétences professionnelles. Puisque la formation professionnelle vous donne un savoir pour que vous puissiez exercer un métier. Mais si vous ne savez pas vous comporter, et c'est très souvent ce à quoi sont confrontés les chefs d'entreprise. Oui. Alors voyons ensemble. Nous voyons, en haut on est vers l'ouverture, en bas on est vers le repli sur soi. Voyons d'abord en bas, sur la gauche, mais quand on est confronté, quand on veut s'affirmer, on a une position, mais quelquefois, on prend la fuite, on reste passif, on reste chez soi, on ne se déplace pas, on évite, on manque de franchise, on est dans l'anxiété, on se dévalorise, on a un besoin de reconnaissance, on se ronge les ongles ou autre, on tapote, on est nerveux. Je vois ça très souvent avec les jeunes que j'accompagne en insertion professionnelle. Et puis, sur la droite, on a un comportement agressif. Quand on ne sait pas comment réagir, quand l'autre a un avis complètement opposé à celui que l'on a, eh bien, on s'affirme dans l'agressivité. On n'écoute pas l'autre, on recherche les faiblesses de l'autre, on critique, on reproche sans nuance. On est dans l'ironie, on veut faire plier l'autre, on parle fort, on crie, voire même quelquefois aller jusqu'à l'action physique. Maintenant, quand on est vers le haut, on est plus vers l'ouverture, plus vers l'écoute. Sur la gauche, on a la manipulation. On essaie de flatter, on essaie de séduire, de culpabiliser, d'exagérer. On feint, on simule, mais on n'y est pas vraiment. Je vous ai cité pour le moment les 3 écueils. Et vous pouvez transposer ça à notre société. Oui, bien sûr. Réfléchissez bien. Il y a des personnes qui manipulent. Les hommes politiques, c'est pas vous, bien évidemment. Il y a des personnes qui sont passives, qui voient les problèmes, qui sont conscientes des problèmes, mais qui n'osent pas réagir. Mon cher, c'est conseillé. conseillé. Et puis, il y a ceux qui veulent réagir, qui veulent le changement, qui ne savent pas comment faire, et qui sont dans l'agressivité, et qui n'écoutent pas l'autre. Alors, quelle est cette compétence fondamentale dont on ne parle jamais ? Et quand je vous dis jamais, la dernière fois on a parlé du triangle de Karpman, ça a fait le buzz, c'est venu d'ici, hein, messieurs, dames, avec notre femme. Donc l'assertivité, c'est une compétence. Cela s'apprend, on peut former des personnes à l'assertivité. Si on peut revenir sur l'image, excusez-moi. Donc l'assertivité, on expose ses idées sans crainte. On a le droit d'avoir notre propre opinion. On peut le dire sans heurter l'autre. On peut écouter attentivement l'autre pour le comprendre tout de même. On peut reconnaître le droit des autres à s'exprimer. Mais on est en accord avec soi-même. On a nos propres opinions. On prend en charge nos vies. Vous êtes en reconversion professionnelle. Peut-être que vous voulez aller dans un secteur où votre entourage, votre famille essaie de vous décourager. Vous êtes assertif, vous expliquez simplement que c'est dans ce domaine que je souhaite m'épanouir. Parce que c'est ce que j'aime. Nous voyons des personnes qui sortent directrices des ressources humaines et qui font de la pâtisserie aujourd'hui. Ça existe de plus en plus. Des cadres qui se reconvertissent vers des métiers passion. C'est pas évident à faire digérer cela à son entourage. Donc l'assertivité, c'est une prise en charge de sa vie en responsabilité, en autonomie, sans vouloir l'imposer à l'autre, mais en étant à l'écoute de soi-même. Et cette assertivité est également fondamentale dans les relations au travail. Quand vous voulez échanger avec vos collègues, quand vous voulez échanger avec votre patron, avant d'en arriver à l'agressivité, à la passivité ou à la manipulation, il est important d'être assertif. Madame Gustave Duflo, tout à l'heure vous avez dit quelque chose, je ne suis absolument pas d'accord avec vous, mais je suis entièrement en phase, entièrement OK avec le fait qu'elle le croit. Elle a le droit d'avoir ses opinions, j'ai le droit d'avoir mes opinions. Et nous pouvons travailler ensemble, même si nous ne sommes pas d'accord. C'est ça, cette assertivité, j'insiste sur ce mot, il faut qu'il fasse le buzz, il faut qu'on en parle, parce que nous devons, de mon point de vue de professionnel, évoluer sur cette notion. On va finir sur la 3e image. Donc l'assertivité, vous voyez tout en haut, elle favorise la communication, elle affirme les droits et les limites, le respect de la différence d'opinion, critiquer les comportements sans juger les gens. Et on atteint notre but en préservant la relation. Et en bas, les 3 écueils. Alors, tous ceux qui nous écoutent, observez-vous. Voyez comment vous vous comportez quand vous vous affirmez. Vous pouvez sortir de la manipulation pour atteindre votre but. Vous pouvez sortir de la soumission et oser parler. Et vous pouvez éviter l'agressivité pour imposer votre point de vue. Alors, ce sont des thèmes, merci d'avoir mis les photos, ce sont des thèmes qu'on aborde peu, puisqu'on se dit que, ma foi, mais c'est la base de tout.
Il s'agit des relations humaines. C'est une vraie discipline, ce sont des sciences. Et merci à Entreprums de me permettre de partager ces sciences humaines. Ah bah c'est un grand plaisir. De toute façon, on va continuer les chroniques, on va prendre d'autres sujets. J'ai une question, du coup. Alors, parce qu'on parle de la société, est-ce que c'est pour ça qu'il y a autant, par exemple, de manifestations? Est-ce que dans les entreprises, les chefs d'entreprise ne veulent pas écouter? Je pose la question parce que vendredi, nous avons fait une émission avec des syndicats qui travaillent à la chambre de métier depuis des années. Il y a souvent beaucoup de problèmes. Et là, en fait, le fait de les avoir reçus, même au niveau de la population, la vision qu'ils avaient d'eux a totalement changé. C'est-à-dire que moi, maintenant, on me dit, mais en fait, les messieurs, ils sont bien, ils ont l'air bien, ils sont sérieux, c'est pas des sauvages, quoi. Ils parlent clairement, on comprend pourquoi ils sont pas contents. C'est vrai que c'est mal fait. Est-ce que vous pensez que, justement, l'assertivité, c'est ce qui nous manque dans à peu près tous les strates de notre société? Ben, selon vous, par rapport à ce qu'on a vu, oui. Selon moi, oui. Parce que l'assertivité nécessite d'écouter l'autre. De comprendre que l'autre puisse ne pas être d'accord avec nous. Et c'est là où intervient ce dont on va parler la prochaine fois, si j'ai l'occasion de revenir, ce sont les croyances. Bien sûr, c'est tous les C'est-à-dire que mois. nous voyons tous la réalité par le filtre de nos croyances. Voilà, nos croyances, notre façon de voir le monde, notre cadre de référence, nos paradigmes. Mais il faut savoir que notre réalité n'est pas forcément la réalité de la personne qui est en face. Et très souvent, la personne en face se révèle être un miroir pour soi-même. On y voit quelquefois des choses qu'on n'accepte pas soi-même ou avec lesquelles on a du mal. Et ça, on part au clash. Donc les patrons ne sont pas mauvais, tous. Les syndicalistes ne voient pas tout en noir. Maintenant, il y a cette notion d'intérêt commun. Il y a cette notion de gagnant-gagnant. Ce qu'on peut admettre de laisser pour trouver un terrain d'entente. Voilà, la médiation. Mais pour cela, il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Et ne pas se juger et ne pas voir le monde uniquement à travers sa vision du monde. Je vous ai dit que je ne suis pas d'accord avec madame. On veut savoir pourquoi maintenant, parce que ça fait 2 fois. Peut-être qu'en échangeant, non, mais c'est pour la taquiner. Je lui ai dit que j'étais très honoré d'être à côté d'elle. Non, c'est au niveau de la production locale. Je ne suis pas d'accord avec M. Dupont-Aignan, parce qu'en Guadeloupe, même si tu augmentes la production, je ne vois pas ce que ça va régler. Et puis, faire une catégorie dans la avec Anne Montebourg pour la question. Excusez-moi. Pas de souci. Et puis, taxer, créer plutôt une aide sociale pour permettre à certains, c'est créer des clivages dans la société. Donc maintenant, l'histoire reconnaît que lorsqu'on a une économie endogène et qu'on veut la favoriser, cela passe par une préférence, cela passe par une préférence nationale, quoi. Non, locale, cela passe par une préférence. Oui, préférence locale. Oui, parce que la France l'a fait, tous les pays l'ont fait, tout le monde le fait, toutes les régions le font. Nation Guadeloupe, c'est pour ça. Donc quand on veut jouer sur un prix, il faut se débrouiller pour que le prix de ce qui rentre soit plus cher. Soit taxé, par exemple. Ou en tout cas, aider, voilà. Mais on peut ne pas être d'accord. Le débat est déjà ouvert, donc on va organiser une émission. De toute façon, on a plein d'émissions économiques à faire. Juste une question, rapidement. Je voudrais avoir votre avis. Comme je vous ai dit, je suis en train de préparer une émission sur ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très critique. Alors là, je n'ai pas les chiffres. J'ai pas les chiffres et les rapports sont bien trop épais pour que... Je me souviens d'un chiffre de 17% parce que ça dépend des fonds européens, ça dépend. Mais on a un taux beaucoup trop élevé de dégagement d'office pour nos dossiers. On en avait parlé l'autre jour. Je vous avais dit que comment ça se fait qu'à chaque fois que je reçois un entrepreneur, il me dit il a fait une demande de subvention, finalement il n'arrive pas à l'avoir. Alors, est-ce que vous, au niveau de la région, vous avez travaillé sur le sujet depuis ? Est-ce que vous avez par exemple embauché des gens? On ne va pas se mentir, sur le rapport, c'est marqué très clairement que quand l'État a transmis les compétences aux régions, elle n'a pas transmis les savoirs avec. Donc, est-ce que la région va embaucher des gens? Parce que le plan 2014-2020, il va jusqu'en 2023. Donc, on a encore du temps de ne pas laisser tout l'argent repartir en Europe. Mais c'est un peu la responsabilité, donc, déjà de vous, de la région, puisque vous êtes le chef, le patron. Mais c'est aussi la responsabilité de tous les autres responsables économiques. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, à la région, embaucher du personnel
pour les fonds européens, les mettre sur chaque dossier. Par exemple, quand il y a même 3 centimes d'euros qui arrivent en Guadeloupe, vous mettez les services dessus, vous dites voilà, vous me répartissez, vous faites le fléchage, et ensuite on appelle chaque président de chambre consulaire pour leur dire voilà, il y a 3 centimes d'euros qui est rentré, comment on fait? Et c'est pas 3 centimes les seuls. Les sommes, c'est à base de le plan 2014-2020, c'est 610 millions, je crois, d'euros, ou 610 millions, je crois, je sais plus. Non, en fait, nous avons, en matière de fonds européens, tous fonds européens confondus, FEDER, FSE, FEAMP, FEADER, nous sommes à 1 milliard. Voilà. Et alors, en termes de dégagement d'office, moi, j'aimerais bien savoir où est-ce que vous prenez ces chiffres. C'est au niveau du ministère. Donc, il y a un dossier du Sénat et je suis en train de travailler dessus avec la personne qui a travaillé sur le Sénat. Et c'est pour la Guadeloupe ou en général l'outre-mer? Alors, il y a plusieurs chiffres, c'est-à-dire que ça, au niveau des outre-mer, on sait qu'il y a un gros taux de dégagement. Bercy avait d'ailleurs fait un rapport sur ça. Je crois que toutes les outre-mer, ça va en fonction de la subvention, ça peut aller jusqu'à 64%, il me semble. Mais pour la Guadeloupe, on a des taux quand même qui sont assez élevés. Oui, donc, en fait, ça dépend si on est dans le secteur privé. Oui, parce que c'est fléché. Voilà, avec des recettes. C'est réparti. Ou si on est dans le secteur public. Oui. Par exemple, vous avez sur certaines subventions, les fonds FEDER peuvent monter jusqu'à 80%. Oui, donc tout dépend du secteur d'activité. C'est pour ça qu'il faut regarder ce rapport de manière globale, mais il faut aller de manière plus ciblée pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, parce que de mémoire sur le FEDER, c'est Madame Panchard qui gérait jusqu'en 2021 les fonds FEDER, eh bien on n'était pas si mauvais puisque nous étions, je crois, de l'ordre de 70-80%. De dossiers qui sont acceptés de consommation. D'accord. De consommation de fonds FEDER. D'accord. Et là, c'est vrai que nous avons encore 3 ans. Empêche beaucoup, oui. Voilà, nous avons encore 3 ans pour pouvoir rentrer dans les clous. Et le FSE aussi, visiblement, il y a pas mal de dossiers dégagés d'office. Eh ben, mais le FSE, ce n'était pas la région qui gérait le FSE. C'est pour ça que j'ai dit tous les responsables économiques, puisque c'est la région qui reçoit, non? La région gère le FEDER, le FEADER, d'accord, le FEAMPS. Et alors, nous, pour le FEDER, on est plutôt bon. Pour le FEADER, la région avait en charge de finaliser les dossiers, mais la préinstruction, c'est-à-dire qu'il y avait un logiciel que l'État devait mettre en œuvre pour que les dossiers rentrent dedans. Et ce logiciel, il a connu un bug, mais sur tous les territoires français, aussi bien dans l'Hexagone que dans les Outre-mer. Et effectivement, la consommation de FEADER sur le PO 2014-2020 n'est pas au niveau de ce que nous pourrions attendre. Mais ce n'est pas lié à une mauvaise gestion, c'est lié au fait qu'il y avait un logiciel que les services de l'État devaient mettre... Mais si c'était juste pour le logiciel, excusez-moi, si c'était juste pour le logiciel, le dossier ne dirait pas, puisque ça touche vraiment toute la France, il ne dirait pas qu'il y a un problème. Selon ce qu'ils nous disent, c'est qu'au niveau de la gestion, c'est-à-dire que les gens ne savent pas remplir les dossiers, et pour nous, c'est de notre faute, puisqu'on n'a pas embauché les gens qui savent le faire. Non, du côté de la région, on a embauché. C'est vrai que quand les régions reprennent en 2014 la gestion des fonds européens, l'État ne nous a pas... Ils ont juste transmis la compétence, mais ils n'ont pas transmis le personnel nécessaire. Exactement. Ça, ils m'ont dit. Et donc, la région a embauché du personnel depuis. Donc, nous faisons face. Nous avons une cellule Europe qui est très dynamique. Voilà. Mais simplement, il faut regarder. Sur le FEDER, on est plutôt bon, très bon. Et sur le FEADER, on pêche sur celui-là. On pêche sur celui-là. Mais comme je l'ai expliqué, ce n'est pas par manque d'instructeurs. C'est parce que au départ, les services de l'État ont voulu uniformiser un petit peu l'entrée des dossiers par un logiciel et ils ont mis énormément de temps à stabiliser ce logiciel. Bon, et ça a pris du j'ai retard. entendu, mais on va voir, parce que là, je ne suis pas convaincue. Ils ne parlent pas d'une histoire de bug dans le rapport. Ils disent vraiment que les dossiers ne sont pas bien instruits, ce n'est pas bien suivi. Enfin, c'est vraiment...
Voilà, ils disent vraiment que c'est une histoire de compétences, alors peut-être c'est mal réparti parce qu'il y a l'agriculture qui ne bénéficie pas de toutes leurs aides. Donc est-ce que les agriculteurs sont bien accompagnés visiblement au niveau des dossiers? Ça doit être difficile pour eux de monter les dossiers. En tout cas, au niveau de chaque commission, au niveau de chaque service, de chaque direction, nous avons des instructeurs de fonds européens qui sont bien formés et qui accompagnent, dès lors que le dossier rentre dans le circuit, ils accompagnent le porteur de projet à finaliser son projet. D'accord. Bon, écoutez, de toute façon, on va faire une émission dessus avec un membre du gouvernement qui va nous faire une interview. Enfin, il va vraiment nous expliquer. On fera venir les bons acteurs économiques qui sont concernés. Comme ça, la prochaine fois. Voilà. Il faudrait faire venir la cellule Europe. Oui, voilà. La cellule Europe, c'est un peu le bras armé de la région pour les fonds européens. Et la directrice, c'est Séverine Julan. Vous la faites venir et elle pourra vous donner les chiffres. Fonds européens par fonds européen. D'accord, parce que c'est vrai que des fois, il y a même des primes de 1 500 €, juste par exemple pour changer, par exemple pour les agriculteurs, parce qu'il y a beaucoup de choses pour la transition écologique aussi. Donc voilà, c'est un dossier que là en 2022... la Guadeloupe, il faut qu'on vole, il faut qu'on décolle, il faut qu'on soit les meilleurs dans tout. Merci de nous avoir suivis, on part en courant, en plus il y a Chicanos qui arrive tout de suite. Merci, à la semaine prochaine, enfin à vendredi pour les artisans et à la semaine prochaine, toujours sur tout ce qui est écologie et biodiversité, parce qu'il y a pas mal d'emplois, on va parler de tout ça. À la semaine prochaine, au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup.